mois d'août, au 31 du mois d'août. Nous vîmes venir sous le vent à nous vîmes venir sous le vent à nous, une frégate d'Angleterre. Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes et désormais grognards, grogneuses, bonjour et bienvenue pour une émission entretien avec le Gueux des Champs avec qui on a déjà fait 2 ou 3 vidéos. Bonsoir le Gueux des Champs. Bonsoir Alexandre et saluons aussi les grognasses puisque... Le colonel Monaghan a déjà fait cette blague, il faut le savoir. Ah bon, c'est du réchauffé. Bon. Et donc aujourd'hui je reçois le Gueux des Champs. Comme j'ai dit, on a déjà fait 2 ou 3 vidéos ensemble. Je vais essayer de vous les mettre en lien dans la description si j'y pense, mais normalement je devrais y penser. Je reçois le Gueux des Champs pour parler des 49e journées Chouans qui ont eu lieu à Chiré, comme chaque année d'ailleurs, il me semble. Eh bien, il va nous décrire, il va y avoir plusieurs étapes dans cette émission, mais le Gueux des Champs va nous décrire les gens qu'il a rencontrés, ce qui a été dit, ce que ça peut apporter au royalisme. Vous allez voir, et les initiatives peut-être qui ont pu être prises lors de ces journées Chouans. Mais d'abord, le Gueux des Champs, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est les journées Chouans de Chiré. Alors, très bien. Alors, il faut imaginer. Alors, journée Chouan, c'est un terme qui n'est pas très ambigu. Donc, il s'agit bien d'une manifestation anti-républicaine, anti-régimiste et royaliste, clairement, contre-révolutionnaire. Donc, comme tu l'as dit, c'était les 49e. C'est-à-dire que ça fait depuis 1970 que des gens se sont regroupés pour tenter de mettre en place une contre-société, une contre-culture, si on veut, pour s'opposer à la dégénérescence, à la décadence institutionnalisée. Ces manifestations ont lieu à Chiré, comme tu l'as dit, qui est une petite localité du Poitou. Alors c'est assez drôle puisque tu m'avais invité il y a quelques mois pour parler de la première université d'été de Civitas, qui avait aussi lieu dans le Poitou. Donc on a un terroir qui est assez favorable apparemment dans cette partie de la France. Et donc les gens qui sont au centre de ces journées Chouan, ce sont ceux qui ont monté les éditions de Chiré. Donc un éditeur qui a dépensé son argent propre pour monter une entreprise d'édition de livres. Je ne sais pas s'ils ont aussi une imprimerie, ça je ne sais pas. En tout cas, ils ont des installations assez importantes. Hein. C'est dans une propriété, probablement une ancienne ferme, assez importante, avec un certain nombre de bâtiments. Donc les gens de Chiré sont connus pour être proches d'un certain nombre de fraternités sacerdotales, donc ils sont bien sûr en opposition avec le Vatican actuel et puis l'Église de France post-Vatican II, et sont particulièrement vindicatifs. Mais c'est déjà ancien. Déjà dès les années 70, ils avaient ce point de vue-là. Alors le fondateur, c'était un certain Jean Auguy, peut-être que les auditeurs en ont entendu parler, et il a passé la main, il y a quelques années, à son gendre, qui s'appelle François-Xavier de d'Hautefeuille. Donc là, on a affaire à un Français pur sucre, il n'y a pas de problème, et probablement issu de la noblesse, et probablement d'une noblesse véritablement aristocratique, donc oui, qui a vocation à l'excellence. Les Hautefeuilles sont à l'excellence morale. Oui, les Hautefeuilles sont effectivement un nom qui est quand même assez connu, on va dire, dans la vieille aristocratie, et non pas de robe, mais d'épée. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas acheté leur titre, ils ont fait couler leur sang pour le roi et pour Dieu. Et d'ailleurs, ce François-Xavier d'Hautefeuille conclut ses discours, soit en fin de première journée, soit en fin pour clôturer vraiment la manifestation, par un vive le roi qui est sans ambiguïté, quoi. Voilà. Donc c'est très roboratif quand on est soi-même royaliste. Voilà, c'est parfait. On peut dire à tous les auditeurs qui sont royalistes, et il y en a quand même un certain nombre sur cette chaîne de royalistes, que, effectivement, si vous n'êtes jamais allé aux journées Chouan de Chiré, l'année prochaine, ce sera les 50e journées Chouan de Chiré, et donc je pense que ce sera évidemment marqué particulièrement l'année prochaine.
50e. Voilà, ce sera le premier week-end de septembre. Hein. Cette année, c'était le 31 août et 1er septembre, mais l'année prochaine, ce sera de nouveau le 5 et 6 septembre, je crois. Enfin bon, vous avez le temps de vous préparer. On est très bien reçu, c'est très bien organisé, toute une comment dire, une compagnie, on peut carrément dire une compagnie de jeunes, probablement de jeunes scouts, qui s'arrangent pour que les gens trouvent leur place, pour se garer notamment, pour planter leur tente, le réfectoire, tout est très bien organisé, très, très professionnel. Donc ça, souvent on peut reprocher, notamment quand on compare à l'extrême gauche son professionnalisme, et peut-être à l'extrême droite un manque de professionnalisme, ou peut-être une sorte d'amateurisme entretenu, hein, un certain snobisme amateur, on peut dire, ou plutôt un dandisme amateur. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment réglé comme une horloge. Il n'y a pas de retard ou très peu de retard. Tout fonctionne. Très bien. Voilà. Avant d'aller un peu plus loin sur ce que j'y ai vu, il serait peut-être intéressant d'ajouter des informations sur le type d'auteur qui est traditionnellement édité par les éditions de Chiré. Bon, beaucoup de gens, pas forcément très catholiques, mais vraiment d'extrême droite. Donc ces catholiques considèrent que bon leur amour de la patrie, comment dire, les absous, plus ou moins. Je pense à des gens comme Henri Coston, hein, qui a été le mentor d'Emmanuel Ratier, qui était un très grand journaliste d'investigation français, qui est mort trop tôt. Moi, je me souviens de l'avoir rencontré plusieurs fois. C'était vraiment un type très bien. C'était lui qui faisait sa fameuse lettre confidentielle, faisait document. Je pense que tu en as entendu parler. Oui. C'était très lu dans tous les cercles de pouvoir. Il n'a jamais été condamné. Hein, donc ce qu'il disait était vrai, malheureusement. Parce que c'était très très déprimant ce qu'on pouvait y lire. Donc voilà, ce genre d'auteurs, également des auteurs catholiques très durs, très militants, comme par exemple François-Marie Algou, qui est, je pense, décédé maintenant, qui a publié des volumes comme par exemple La démocratie. Bon, voilà, il n'a pas été invité par Claire Chazal à son journal à l'époque, c'est curieux. Donc voilà, donc vraiment des militants, et puis d'autres auteurs qui développent des thèses dans tous les domaines économiques, et également toute une littérature pour la jeunesse, autour des éditions du Triomphe, puis d'autres éditions, même les éditions de Chiré. Il y a Henri Servien, hein, qui a illustré beaucoup d'ouvrages sur les croisades, sur les scouts, sur les guerres de Vendée, bien sûr. Et donc l'accent est mis aujourd'hui beaucoup sur la bande dessinée et la littérature pour la jeunesse, parce que ils ont acté le fait que les adultes ou les jeunes ou même les adolescents lisent de moins en moins, et que les enfants risquent de tomber dans le même piège, et qu'il faut adapter une littérature qui véhicule les mêmes idées, le patriotisme, donc l'amour de Dieu, une morale, tout ça, mais sous forme peut-être un peu plus illustrée. Bon, je sais pas s'il faut le regretter ou s'il faut le louer. En tout cas, on en parlera peut-être dans une troisième partie quand on se posera la question de savoir si le livre a encore un rôle majeur à jouer dans le combat qui est le nôtre. Voilà. D'ailleurs, je précise, le livre sous toutes ses formes. Je précise que j'ai commandé, je m'en étais même pas rendu compte, mais j'ai commandé un livre des éditions de Chiré récemment, donc je vais en faire la pub, même si je ne l'ai pas encore lu. Il est là. Tu vas en faire la recension peut-être Peut-être. Oui. C'est le Nouvel Ordre Mondial Démasqué de Cyril Lessin. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il vaut, donc je ne vais pas... Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai entendu, il a fait partie des conférenciers, donc il s'est exprimé sur ce sujet. C'est pas quelqu'un qui fait partie de Contribuables Associés, non? Alors, je n'en ai aucune idée, je ne connais pas ce monsieur, on m'a conseillé ce livre, en l'occurrence, donc quand certaines personnes me conseillent des livres, des personnes que je respecte, généralement j'achète ces livres et je vais les lire, donc si ça me plaît, j'en ferai un retour sur la chaîne. D'ailleurs, si ça me plaît pas, je peux en faire aussi pour critiquer au passage, mais ça a l'air pas mal. Donc, édition de Chiré, je vous le conseille, moi aussi amplement, mais on en parlera tout à l'heure, effectivement, dans la troisième partie.
Alors je parlais de contre-société civile, c'est bien, il s'agit bien de ça, puisque donc contre-société civile traditionnelle, puisqu'on retrouve la trifonctionnalité, les trois ordres. Donc il y a une fonction économique, hein, notamment des producteurs de vin du Médoc qui étaient là, j'ai trouvé ça très très sympathique, surtout qu'en plus ils faisaient goûter leurs produits, donc c'était vraiment très très bien. Il y avait bien sûr des éditeurs, donc il y avait aussi donc l'éditeur Chiré et puis d'autres éditeurs, donc le livre, donc des produits, des biens intellectuels. Par contre, il n'y avait pas d'usurier, donc ça c'était plutôt une bonne chose. Quand même, oui, j'espère. Ça aurait été un petit peu... La fonction sacerdotale était présente, bien sûr, en la personne de nombreux ecclésiastiques, en particulier pour les gens qui, peut-être, ont grandi, se sont déniaisés politiquement en écoutant Serge de Beckett sur Radio Courtoisie il y a 10-15 ans, le père Argouarch, qui a qui anime le centre de Riaumont, je crois, hein, dans le nord de la France. Et puis un autre abbé l'abbé Rioux, qui a défrayé la chronique en publiant un volume sur donc les adorateurs d'une religion qui est caduque, qui n'existe plus, mais qui continue à penser qu'elle existe. Et donc il a eu beaucoup de succès. J'ai vu que avec ses petits camarades scouts, il allait chercher des cartons parce qu'il n'en avait pas assez pour toutes les signatures. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt réjouissant. Un homme très très sympathique par ailleurs, très 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 péchu et avec qui il est facile de dialoguer. C'était vraiment un avantage parce que je me souviens qu'avec d'autres fêtes du livre, parce que c'était aussi une fête du livre, on n'a pas forcément la possibilité de parler avec les auteurs. Là, c'était très très facile de parler même longuement, même sur des sujets, même de digresser. Vous voyez, donc c'était vraiment très très agréable. Alors j'en profite juste pour dire qu'il y a plusieurs vidéos de l'abbé Rioux sur internet et je vous les conseille, elles sont très bien. Voilà. C'est tout. Bon, il m'a dédicacé un ouvrage sur la chasse à la palombe. Non, c'est pas vrai, pas sur la chasse à la palombe. Et parce qu'il est du sud-ouest, hein, je crois. Et également la fonction souveraine, en la personne d'un certain nombre de généraux à la retraite et aussi de militaires d'actifs, dont un général qui a écrit un livre sur le vin qui est tout à fait fondamental à mon avis, très très intéressant. Donc c'est une petite digression mais qui est vraiment importante. Je ne sais pas si tu avais pensé à ça, mais lui il prétend que la viticulture c'est un phénomène économique qui a beaucoup plus enraciné, sédentarisé l'homme que la culture des céréales. C'est une thèse très intéressante et d'ailleurs sur un sujet historique, donc ça m'intéresse doublement. Et j'aimerais beaucoup avoir un débat avec lui sur une discussion, parce que le débat c'est républicain. Et oui, parce que alors sans en rentrer dans le détail, mais en allant assez vite, sa thèse est la suivante. Les céréales, bon, on a besoin de rester sur place, mais on peut en planter à un endroit. Quand la terre devient moins fertile, on se déplace un peu, on en plante ailleurs, etc. Mais c'est finalement assez robuste. Alors que la vigne, c'est une plante qui l'est beaucoup moins et qui demande des soins constants. Et donc, il faut vraiment une fois qu'on l'a plantée, il faut faire tout pour qu'elle donne des fruits. Et c'est bien plus, ça présente bien plus de contraintes que du blé. Intéressant, oui, j'avais jamais pensé à ça. Et oui, moi non plus. Et c'était lors du dîner de gala qu'il a pris la parole et qu'il a présenté ça. Et j'étais vraiment, c'est comme si une petite ampoule s'était allumée dans ma petite cervelle. Et je me dis mais comment ça se fait-il que j'ai pas pensé à ça? Et non. Alors bien sûr, je me suis fait dédicacer ce bouquin, tu peux l'imaginer. Et donc je trouve ça très intéressant. Mais vraiment, il va très loin. Il pense que vraiment le vin, c'est vraiment le sang de la terre, mais vraiment, c'est pas une image. C'est vraiment, c'est quasiment au niveau, sur un plan spirituel. Voilà, donc on pourrait même y voir un aspect sociologique, c'est-à-dire que les céréales, on peut les faire pousser partout, et comment dire, il n'y a pas de
qualité de céréales, enfin il doit y avoir des qualités de céréales on va dire, mais on peut atteindre un haut niveau de qualité de céréales un peu partout dans le monde, alors que le vin, c'est quand même lié à la vigne de certains cépages particuliers. Et ça dépend énormément du terrain, voilà. Oui, donc la répartition entre gravier, sable, argile, etc., exposition, et précipitation, ainsi de suite. Donc voilà, c'était vraiment... Donc pour moi, le fait que ces 3 fonctions soient bien représentées, c'était vraiment... Là, on se dit vraiment qu'on a vraiment une petite... une butte témoin ou un essai, un laboratoire d'une contre-société. Et ça quand même existe depuis 50 ans, donc c'est quand même pas rien. Alors je ne sais pas comment ces gens vivent ensuite dans le reste de l'année, mais je pense qu'il y a des réseaux d'entraide, d'amis qui sont présents. Et le dernier point que je voulais souligner, c'était la présence de forces politiques. Oui, alors il y avait des médias, il y avait les gens de TV Liberté. Ah, très bien. Ils n'ont pas eu trop de succès. Hein. Ça ne m'étonne pas. Déjà, TV Liberté beaucoup trop libérale pour moi, même si je les aime bien quand même. Mais là-bas, bon, j'imagine que ça va pas ils sont plus licencieux que libres, malheureusement. Les deux sont enfin, ils sont libéraux et non pas libres. Voilà, ce sont deux choses différentes. Mais oui, je vois le problème, oui. Alors il y avait nos amis de Civitas, Civitas Languedoc qui était venu pour montrer sa solidarité d'abord avec Chiré, bien sûr. Bon, il y avait parmi eux beaucoup de gens qui en fait étaient royalistes, même s'ils prétendent se présenter à des élections municipales. Bon, ils croient à ça, ils pensent qu'ils peuvent. Ils veulent faire quelque chose et ils se disent que voilà, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Bon, évidemment, je ne partage pas ce point de vue, mais je ne veux pas les décourager. Et puis ce sont des gens de valeur, vraiment de grande valeur. Et j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Ça c'est vraiment je les avais jamais vus, hein, je les connaissais pas personnellement. Je les avais même pas rencontrés à l'université d'été l'année dernière. Mais voilà, on était camarades très vite. En 5 secondes, c'était fait, quoi. Voilà. Oh, bah, ils sont sympathiques, les gens de Civitas. Oui, ils sont très très sympathiques. Oui, non, ils sont très très sympathiques. Et puis je veux dire, ils pensent à peu près les mêmes choses. Simplement, bon, ils ne doivent pas être totalement en dehors des clous, quoi. Voilà, bon, ils le sont quand même en grande partie, hein, mais. Bah, étant donné qu'on les traite comme des fascistes, ils sont obligatoirement en dehors des clous. C'est sûr. Moi, ce que je leur reprocherais le plus, c'est quand même le fait qu'ils s'acoquinent avec des gens comme Égalité et Réconciliation. Là, moi, ça ne passe pas du tout. Vaste sujet qui va déchaîner les commentaires, encore une fois. Non, mais je vais être honnête avec les auditeurs. Hein. Je pense que c'est une voie de garage et que ce sont des gens qui ne combattent pas avec nous, quoi. Donc voilà, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur donc la présentation générale. Ce sur quoi j'aimerais m'épancher un peu, c'est les rencontres que j'ai pu faire. Alors je viens de parler des gens de Civitas. Alors si, je vais en dire 2 mots de plus parce que c'est vraiment très intéressant par rapport à ce qu'ils font concrètement. Notamment, j'ai vu une famille de militants, d'anciens militants du Front National, l'époque maigretiste, donc vraiment l'époque vraiment dure, hein, donc avant la scission. Eh bien, ce sont des gens qui ont changé complètement leur fusil d'épaule, notamment professionnellement, qui ont décidé de quitter la ville, qui se sont installés à la campagne, alors qu'ils n'y connaissaient rien, et qui ont appris peu à peu, et qui produisent leur propre nourriture, donc volailles, lapins, etc. Quoi d'autre ? Oui, enfin, je me souviens plus de tous les détails, mais en tout cas, je sais qu'ils sont pas tout à fait autosuffisants, mais en tout cas, ils se débrouillent tous seuls en grande partie, plus le voisinage. Et puis, on ne font plus confiance aux banques. C'est bizarre, ça. Et ont transformé leur épargne en métaux précieux, sonnants et trébuchants. Et puis un 3e métal, mais dont je tairai le nom. Ok, très bien. Moins précieux. Je pense qu'on a compris. Bon. Et d'accord, ils ont choisi donc un retour à la terre, en fait, une vie plus saine, quoi, tout simplement. Voilà. Alors j'ai pensé à en parler ce soir parce que je sais que le Sacre Richelieu a cet objectif-là, oui,
de pouvoir propriétaire de quelque chose à la campagne, terre, oui. avec cette possibilité de produire de la nourriture, etc. Voilà. Absolument. Ben, ça me fait... Non, mais je sais qu'en plus, c'est assez répandu dans notre milieu, cette tentation, et qui est tout à fait belle et saine surtout, de retour à la terre et de se couper un peu du monde des villes qui ont un peu envahi, on va dire, pour être tout à fait poli. Et Oui, qui est toxique. qui est toxique en plus. D'ailleurs, Adrien Abosi avait parlé d'un renouveau, en fait, de l'exode urbain vers le rural, et que c'est peut-être là que commencerait la reconquête. Bon, je sais pas, Voilà. je me dis que c'est une bonne Alors idée. par contre, il y a une chose à ne pas faire, c'est il ne faut pas faire des procès à ses voisins parce que le coq chante. Oui, voilà. Ça c'est pas bien, parce qu'après on est mal vu par les locaux. Bon, bah, en plus, on est un peu con. Hein. C'est un problème de rurbanisation. Les gens en fait, pas les gens, des gens se font plaisir et ne pensent pas que oublie de penser qu'il y a des gens qui ont toujours vécu à cet endroit et qui ont leur façon de faire les choses et que eh bien il faut en tenir compte. Et puis quand même, un coq à la campagne, c'est quand même pas non plus extraordinaire, quoi. Bah oui, j'aurais pu parler des cloches aussi, j'aurais pu parler de Ça. beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà pour les premières rencontres intéressantes. Alors une initiative qui m'est chère, qui est celle de l'Association universelle des amis de Jeanne d'Arc. Alors j'ai rencontrer un couple de vieux Corésiens extrêmement sympathiques, qui m'ont parlé d'une initiative dont je n'avais jamais entendu parler, qui est la fabrication et l'installation d'une statue en bronze de Jeanne d'Arc, donc notre grande sainte nationale, à Saint-Pétersbourg, dans un quartier plutôt huppé, face à l'amirauté, donc avec cet aspect militaire. Et tout ça c'est fait avec alors, c'est encore un projet, mais l'autorisation des autorités russes, que ce soit le président Poutine ou le maire de Saint-Pétersbourg, ont été obtenus très rapidement. Le problème, c'est un problème technique de transport de quelque chose qui va faire je ne sais pas combien, mais peut-être plusieurs tonnes. C'est comme tout. Je vais me permettre de demander aux auditeurs s'ils le peuvent, ou s'ils ont des gens dans leur entourage qui le peuvent, de mettre la main à la poche, puisque cette association a besoin de environ 150 000 € pour mener le projet à bien. Alors, je pense qu'on aura quelques photos pour la vidéo qui permettront de voir de quoi il s'agit. Des photos prises par votre serviteur, qui n'est pas un photographe professionnel, donc soyez indulgents. Est-ce que tu pourras nous donner le lien, que je le mette dans la description, et que moi-même, j'aille faire mon dû, qui me semble tout à fait logique, étant donné qu'en plus Sainte Jeanne d'Arc est la sainte sous la protection de laquelle je me suis personnellement placé, ainsi que toute ma famille. Donc ça me semble le minimum. D'accord. Étant un grand amoureux de la Russie, ce projet me semble un minimum pour moi d'y participer, et j'encourage tous les membres du Cercle Richelieu qui, je sais, vont écouter cette émission, et tous les abonnés de la chaîne à faire un petit quelque chose, parce que c'est pas souvent qu'on a une statue française incarnant une personnalité française qui a autant fait pour le pays à l'étranger. Vraiment, c'est pas souvent. Donc, et trop souvent, c'est de et puis pour être très très pratique, disons qu'en plus, les gens bénéficieront de 66% de déduction d'impôt sur leurs dons, puisque cette association est reconnue par l'État. Voilà. Donc, vous ne payez qu'un tiers de ce que vous donnez. Voilà. Et ce sera encore plus reconnu par la contre-société royaliste qui baissera vos impôts, c'est promis. Si vous en payez auprès de nous, on les baissera, c'est promis. Voilà. Mais bon, même le régime actuel accepte. Alors peut-être que le bureaucrate qui a signé le truc n'a pas dû trop regarder de quoi il s'agissait, mais bon. C'est probable, oui, effectivement. Entre deux verres de rouge, peut-être. Bon, bref. Oui, j'ai mal parlé des fonctionnaires français, c'est très mal. Tu sais, j'ai passé ma vie dans le fonctionnariat, que ce soit militaire ou civil, donc malgré tout, moi-même, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais chers auditeurs, vous savez que si je l'ai dit, je risque de perdre mon emploi, donc la pensée y est, et vous savez ce qu'il en est. Donc, voilà, il faut qu'Alexandre reste
reste une personne intégrée économiquement. C'est ça, malheureusement. Donc voilà pour cette deuxième rencontre. La troisième rencontre intéressante, c'est vraiment la personnalité qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas du tout des milieux catholiques, des milieux royalistes ou même de la droite de conviction dure. C'est un homme qui vient de la gauche, mais qui a fait beaucoup de chemin, notamment avec les identitaires dans les années, début des années 2000. C'est Monsieur Pierre Cassan, qui a sa propre chaîne, qui lui est un révolutionnaire. Hein, il croit en la vertu de la République, il croit que la révolution est une bonne chose, mais c'est quand même un homme qui a une certaine honnêteté intellectuelle. C'est la raison pour laquelle je pense les gens de Chiré l'ont invité donc pour promouvoir ses livres. Donc il y avait un intérêt économique pour lui, mais il a accepté de venir parce qu'il savait très bien qu'il allait rencontrer des gens qui pensaient que lui, non, pas, mais qui ont cet amour. Je pense qu'il aime la France, sincèrement, je mets pas ça en doute. Et j'ai rencontré cet homme qui est très simple, extrêmement avenant, et j'ai parlé avec lui comme si c'était un copain de zinc, quoi. Sur j'ai pas vidéos, essayé de il a l'air convertir, sympathique. lui non plus, mais on s'est quand même accordé sur un certain nombre de choses. Donc les difficultés économiques de la France, sur le fait que ce sont les entreprises qui créent des emplois, lui il sait ça, il vient du monde de l'entreprise quand même, que la France est envahie, bien entendu, et ça il est très prolixe sur le sujet. C'est un homme qui subit des procès, des intimidations, des menaces. On lui a, je ne vais pas donner de détails, mais il a eu à souffrir dans sa chair et dans ses biens de ses prises de position. Donc c'est quand même un homme qui a des couilles, faut quand même le dire. C'est un homme respectable, même si nous ne sommes pas d'accord sur tous les points, effectivement. Voilà. Sur énormément de points. Oui, voilà, merci. Mais c'est un homme avec qui on peut se fendre la pipe, on peut repartir. Et je pense que si des événements graves devaient se produire, dans lesquels ou grâce auxquels ou à cause desquels on pourrait sortir de la légalité sans se retrouver en prison, eh bien, il serait du même côté de la barricade. Voilà. Je le pense aussi, mais d'ailleurs, ça me renvoie à ce que je dis souvent aux auditeurs. Il ne s'agit pas d'aimer la personne que vous avez en face. Il s'agit de savoir si, avec cette personne, vous pouvez travailler pour mettre à bas le système dans lequel nous vivons. Si après, il doit y avoir une autre guerre civile entre les gagnants, c'est un autre problème qu'il faudra gérer à ce moment-là. Mais pour l'instant, ce monsieur est quand même, on va dire, dans une... C'est tellement compliqué. On va dire qu'il est en rupture avec le système dans lequel nous vivons. Et donc, malgré tout... Et je peux apporter des précisions, notamment pendant le repas de gala, bien sûr, où le bénédicité était dit, il s'est levé, il s'est incliné avec un très grand respect, même si lui-même probablement n'a pas prié dans son fort intérieur. Et je ne l'ai pas vu faire des simagrées, ni rien du tout. C'est un homme qui sait se tenir, qui a de l'éducation, qui a de la dignité, qui a de la tenue, qui a de la qualité. Non, c'était vraiment une rencontre intéressante. D'ailleurs, honnêtement, je te suggère d'envisager de peut-être avoir une discussion avec lui. Peut-être que le thème serait à mettre au point, mais je pense qu'il pourrait dire des choses qui intéresseraient les auditeurs du Cercle Richelieu. Alors, moi de toute façon, je reçois tout le monde. J'ai déjà reçu un communiste sur cette chaîne, donc au point où j'en suis, je peux recevoir. Non, mais il n'est pas communiste. Oui, je connais un peu Pierre Cassan, un tout petit peu. Je sais qu'il n'est pas communiste, mais oui, avec plusieurs. Encore une fois, le thème serait à définir. Mais justement, ça pourrait être quoi après le système ? C'est-à-dire quel système il veut, lui, pour pallier au système actuel. Et ce serait intéressant de l'entendre sur ce sujet. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Pour apporter un peu plus d'eau à ce moulin, je dirais on peut se référer à la vidéo qu'il a faite le lendemain ou le surlendemain de la fête de Chiré, où il a reconnu qu'il n'était pas d'accord avec beaucoup de choses, hein, notamment donc la prééminence l'opposition à la révolution, l'attachement à l'ancien régime, l'attachement à la religion catholique. Il n'est pas anti-religion catholique, hein, ce n'est pas un bouffeur de curé. Il l'a peut-être été à sa jeunesse, il ne l'est plus. Oui, qu'est-ce que je disais ? Oui, il n'est pas sur nos... J'ai perdu le fil de ce que j'ai... Oui, et surtout, il s'est accordé sur le fait qu'il avait affaire en face de lui à des gens extrêmement français, extrêmement francophiles, extrêmement
passionné de France et très bien élevé et très cultivé, avec qui il a eu des discussions très riches. Il l'a dit de manière très très honnête sur sa chaîne. Voilà. Oui. Donc je pense qu'on le reverra, ce monsieur. Très bien. D'ailleurs, je crois qu'il a vraiment opéré un déplacement à droite qui ne semble pas s'arrêter. Mais de toute façon, lui aussi, on le traite de fasciste. Donc maintenant, il n'a plus le choix. Oui. Tiens, à partir du moment où on vous traite de fasciste, vous n'avez plus le choix. C'est aussi simple que ça. Vous êtes chez nous. Pour faire simple, on vous a traité de fasciste, vous êtes en rupture, vous êtes chez nous. Après, c'est une question à quel point vous êtes chez nous. Est-ce que vous êtes sur le hall d'entrée? Est-ce que vous êtes dans la cuisine? Est-ce que vous êtes dans le lit? Mais vous êtes chez nous. C'est un fait. Après, voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'était vraiment une rencontre intéressante. Et puis vraiment, on voit que c'est un homme du peuple, quoi. Hein, il a du bagou, il sait parler aux gens simples. Alors que parfois c'est vrai que dans ces milieux il y a peut-être un esprit un peu petit bourgeois, malheureusement, qui vient un petit peu ternir l'image générale, quoi. Mais bon, personne n'est parfait. Voilà. Rencontre suivante qui m'a paru tout à fait intéressante aussi, c'est celle de l'abbé... L'abbé Riou. L'abbé Riou, oui. Alors cet abbé Riou qui a un peu défrayé la chronique, hein, les auditeurs savent probablement de qui je parle. C'est un homme qui a... Alors on parle de son livre actuel, je ne vais pas m'étendre dessus, mais il l'a écrit il y a plus d'1 an, ce livre. Parce qu'il y a une loi selon laquelle on peut être attaqué, on a 1 an pour attaquer un auteur en vue d'empêcher l'édition de son livre ou sa diffusion. Et donc après l'avoir rédigé, il n'a fait aucune publicité d'aucune sorte. Et son livre est passé à la trappe, et maintenant il a pu l'éditer tranquillement, à l'abri de la justice, de la prétendue justice du régime. Et il a eu beaucoup de succès. Il y a un point qui m'a intéressé quand j'ai parlé avec lui, c'est que je lui ai fait part du fait que on parlait des États-Unis. Il m'a dit que on a parlé du premier amendement au premier article des États-Unis de la Constitution des États-Unis qui garantit la liberté d'expression, ce qui est un fait. Pour autant, il y a des livres qui ne sont pas facilement édités là-bas, et en particulier, je pensais à un des derniers livres de Solzhenitsyn, qui a écrit 2 siècles ensemble, en 2 volumes, qu'on trouvait en France quand il a été publié, même encore très facilement, et qui était introuvable aux États-Unis, pour des raisons évidentes. Oui. Et il s'en est bien imprégné, et il s'en est servi, puisque c'est un livre où il fait une compilation, une synthèse de beaucoup de choses, et il apporte aussi ses réflexions personnelles en tant qu'ecclésiastique. Voilà. Alors, je précise, le livre, on parle du livre, j'imagine, de la question juive. Oui, paraît-il. Voilà. On peut le dire, on ne dit pas notre opinion dessus, mais on peut dire le titre, effectivement. Et je vais le dire comme ça, je vous conseille de le lire. Voilà. C'est tout. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais je vous conseille de le lire. Voilà. Voilà. Donc, la dernière personnalité avec qui j'ai parlé longuement, j'avais pas pu le faire, c'est Jean-Gilles Maïarakis, qui était lui aussi un des grognards, on pouvait dire, de la radio courtoisie de la grande époque Ferré, Beketch. Donc c'est un homme qui est issu de c'est il est d'origine grecque, hein. Son père était un artiste, donc c'était une personnalité très connue à Paris, et dans sa jeunesse il a été de toutes les batailles nationalistes, en commençant par l'Algérie, puisqu'il était bien jeune à l'époque, mais il a commencé comme ça. Hein, il a connu Lugan, hein, il a connu Bernard Lugan en 68, quand il se battait avec les gauchistes. Le fameux livre dont on avait discuté. Avec ça. Comment ? Le fameux livre dont on avait discuté de Bernard Lugan sur 68. Ouais. Alors il a un point de vue un peu plus nuancé, mais il a surtout connu les gens d'Occident, dont Madeleine,
dont il m'expliquait qu'il était particulièrement vicieux parce qu'il tapait les types qui étaient à terre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas. Il paraît qu'il avait la rage et qu'il voulait vraiment, il voulait vraiment en avoir pour son argent, quoi. Ouais. Donc, s'il devait y laisser une paire de mocassins, il fallait vraiment que ça ait servi, quoi. Voilà. Mais surtout, j'étais content parce que j'avais été le voir. J'avais participé à la fête de Radio Courtoisie il y a pas bien des années, à l'époque où il y était, parce qu'après il l'a quitté quand l'Esquin est arrivé, parce qu'il s'entendait pas du tout avec l'Esquin. Et personne ne s'entend avec le de l'Esquin. C'est le problème, en fait. Non, mais il avait vraiment, ça n'allait pas, quoi. Donc il est vraiment parti rapidement. Il a monté sa propre radio internet qui s'appelait Lumière 101, et puis il a été malade. Il a été très malade. Et il s'en est sorti récemment et j'étais content de le voir parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup de monde, j'avais pas pu le voir et j'ai souvent écouté ses émissions. Il invitait des gens vraiment du côté qui était très féru d'identité et très savant. Notamment, il avait invité Jean Audry, qui avait la chaire sur l'histoire des Indo-Européens à Lyon 3, je me souviens, à l'époque. Il a invité des gens comme ça, qu'on ne voyait pas forcément, qui n'étaient pas forcément invités dans d'autres émissions de la même chaîne, et qui, à plus forte raison, qui étaient totalement invisibles dans les grands médias. Donc je lui ai parlé longuement, déjà j'étais content qu'il soit encore vie, tout simplement. Et donc on a parlé pas mal de la Turquie. Il a ses éditions, les éditions du Trident. Il est édité depuis très longtemps par Chiré. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est quand il a réédité les livres de Baudelomeni sur les dynasties, la responsabilité des dynasties bourgeoises. Ça, c'est un livre à lire pour tous nos jeunes. C'est une série de livres. C'est une grosse lecture. Hein. C'est comme Mémoire d'outre-tombe. C'est un vrai projet, mais c'est une très bonne lecture. Alors, je ne les ai jamais lus, mais j'en ai entendu parler. Et effectivement, à ce que j'ai entendu, il faut absolument les lire. Ces livres-là, les dynasties bourgeoises. Bon, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Mais c'est un projet qui est tout à fait valable. Et puis voilà, donc on a fini, je me souviens, la soirée à évoquer toutes les bagarres du quartier latin, c'était très très drôle. J'aurais aimé être là. Il y avait lui, il y avait Pierre Cassin, il y avait Georges Clément, on a parlé de corrida et tout. Mais c'était vraiment des moments vraiment très très simples, très faciles, gens faciles d'accès, on peut déconner, on peut mélanger de la culture. C'était vraiment un moment gaulois, quoi. Voilà, je pense que c'est l'adjectif qui convient. Donc c'était parce que finalement il n'y a pas tant de monde que ça, hein, malheureusement. Il y avait combien de gens? Il y a du monde, mais bon, on peut quand même s'isoler si besoin. Combien de gens donc voilà un petit peu j'ai fait un peu le tour des rencontres intéressantes. Ah oui, alors peut-être dernière chose sur Jean-Gilles Menarkis, il a encore une actualité éditoriale puisqu'il a produit il n'y a pas longtemps un essai sur la Turquie. C'est une question qui l'intéresse beaucoup en tant que grec. Enfin, il est français bien sûr, mais il a quand même des origines grecques. Il a encore de la famille et je crois une propriété en Grèce, dans une île grecque d'ailleurs, qui est pas très loin de l'Asie mineure. Donc la question turque pour lui c'est quelque chose qui est important. Et donc on a discuté justement du tropisme turc vers la renaissance de l'Empire ottoman d'un côté et puis vers la tentation touranienne, donc Turkestan, de l'autre. Donc les loups gris et puis les Ottomans. Et d'après lui, en fait il réalise cette thèse là par sa femme, puisqu'en fait ils étaient tous les deux militants politiques et ils se sont rencontrés dans les organisations politiques nationalistes ou musulmanes, islamistes, dans leur jeunesse. Donc on a un cocktail qui est quand même particulièrement dangereux. Okay, il a écrit sur ce sujet, d'ailleurs, spécialement sur le sujet de... Oui, il a écrit un essai il y a quelques années. Il m'a dit d'ailleurs qu'il devrait le réécrire parce que il pense qu'il y a des choses qui ont bougé. Bon, pour lui, l'alliance avec la Russie ne durera pas, quoi. Il pense que... Ah, ça... J'espère qu'il a raison. J'espère qu'il a raison. Et enfin, quand même, ce que j'ai pu voir avec beaucoup d'intervenants, c'est qu'il y a quand même une conscience que la situation est très tendue. Je pense que les médias le cachent beaucoup aux gens. On est dans une situation extrêmement tendue qui ressemble beaucoup aux années 80.
Moi, j'ai connu les années 80, les chars russes, les chars soviétiques à l'époque. J'étais petit, mais bon. On est revenu à ça. Ça s'est fait sans qu'on s'en aperçoive. On est dans une situation extrêmement tendue où les Russes ont mis au point des armes qu'on ne peut pas contrer, des armes hypersoniques, apparemment. Bon, Pentagone dit que c'est pas le cas. Moi, j'ai quand même lu pas mal sur la question. Je crois que c'est quand même assez probable. Mais comme Poutine, c'est quand même un maître intoxicateur. Hein, il sort du KGB, il connaît parfaitement. C'est très difficile de savoir les choses, mais c'est quand même assez probable. Mais en tout cas, ça serait sage de penser que c'est peut-être vrai. Et on se retrouve au milieu et en futur champ de bataille, quoi. Voilà. Tu sais ce que j'en pense. Moi, j'avais fait une émission sur la nécessité du rapprochement de la France avec la Russie. Donc, je préférerais être du côté de la Russie si la bataille se déclenchait. Voilà. Bah, surtout, je préférais ne pas être sous les missiles, quoi. Oui. Quand ils tombent, quoi. C'est une évidence. Si on peut éviter d'en arriver là, enfin, même si on doit éviter d'en arriver là, hein, objectivement. Voilà. Mais autant dans les années 80. Cette peur était entretenue par les grands médias. On expliquait aux gens que la situation était tendue, dangereuse. Là, elle l'est autant, peut-être plus, mais les gens ne le savent pas. Oui, c'est vrai. Pas du tout. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, tu sais, mon travail sur les fameux entretiens de Poutine avec... James Cameron, c'est ça? Non, comment s'appelle-t-il ce cinéaste américain... Oui, James Cameron, c'est pas ça? Non, pas Cameron. Peu importe, ça me reviendra. Ou pas. Il évoquait déjà ça à l'époque, il y a quand même quelques années, alors qu'ils étaient encore, ces armes étaient encore en phase de mise au point. Eh bien, c'est avéré, quoi, apparemment. Voilà. Donc il y a quand même cette conscience que la situation est tendue. Et oui, je crois qu'il faut que les gens s'y préparent, quoi. On marche sur des œufs, quoi. On marche vraiment sur des œufs, quoi. Oui, alors ça me revient, il s'agissait d'Oliver Stone. Oliver Stone, oui. Pourquoi j'ai dit James Cameron? Voilà, Oliver Stone. Donc, très intéressant, mais j'espère que j'arriverai à en voir le bout pour en faire profiter les auditeurs. Voilà. Bah écoute, tu sais qu'on te publiera avec grand plaisir, évidemment. Oui. Alors, bah écoute, oui. Alors maintenant, peut-être qu'on peut s'interroger sur le fait, sur la place que doit tenir le livre en cette début de 21e siècle, où la chose écrite a de moins en moins d'importance, où les gens sont de plus en plus illettrés. Donc, est-ce qu'il ne faut pas privilégier autre chose? Bon voilà, donc, on peut peut-être discuter de ça, parce que ça m'a frappé en voyant, en écoutant les auteurs qui même se plaignaient, qui voyaient que même d'un point de vue économique, ils ne gagnent plus leur vie en vendant leurs livres. Surtout, bien sûr, surtout dans ces milieux-là, mais encore moins. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment une œuvre, c'est un sacerdoce. Oui, évidemment. Il y a un livre politique ou métapolitique dans notre famille de pensée. Et donc, il y a moins en moins de gens qui le font, évidemment. Le problème est peut-être que... Alors là, je vais parler en économiste, on va dire, ou peut-être en... Je sais pas quel terme utiliser, j'aurais jamais pensé dire ça d'ailleurs de ma vie, mais peut-être que ce n'est pas le livre le problème, mais la méthode de le vendre, en fait. Les gens qui seraient intéressés par ce type de livre ont choisi des médias alternatifs aux médias classiques, et donc on les retrouve beaucoup sur Internet, évidemment, sur YouTube, mais ailleurs aussi, hein, pas seulement sur YouTube. Il y a Rutube, qui est l'équivalent russe de YouTube, et peut-être que la réflexion devrait passer par le fait de vendre ces livres via l'activité d'une chaîne YouTube. Genre, on parlait d'égalité et réconciliation tout à l'heure, je crois qu'Alain Soral n'a pas de problème à vendre ses livres. Ça vient aussi probablement du fait qu'il est le roi de la dissidence, entre guillemets. Donc, il s'est fait sa place sur... même si le terme de roi, évidemment, fait mal quand on l'utilise comme ça, mais le pacha sur son canapé. Le pacha de la dissidence. Donc, peut-être que... On devrait réfléchir aussi à les vendre autrement. Moi, je vois des tas de livres extraordinaires qui sont publiés dans des maisons d'édition qui portent un sacerdoce, véritablement, sur ces sujets-là. Et ils n'arrivent pas à les vendre parce que
il suffit pas de les vendre aux réunions catholiques qui arrivent de temps en temps, une fois par an ou une fois tous les 3 mois selon les réunions. Oui. Mais voilà. même si on considère que ce serait une activité à perte, donc une activité qui n'est pas viable économiquement, si on désire quand même que le contenu d'un livre ou le contenu ou la pensée de quelqu'un, le traitement d'un sujet par quelqu'un soit lu, vu, ou en tout cas connu ou porté à la connaissance, porté à la connaissance du public, est-ce que nous ne sommes pas amenés à réfléchir à l'utilisation d'autres supports? Tout à l'heure, en préparant l'émission, on parlait de ton collègue de Sacre TV qui fait de très très belles vidéos. On a parlé de celle sur Baudouin 4, qui pour moi était magnifique, mais aussi la présence des Français en Amérique du Nord, l'Old Alliance avec l'Écosse, un sujet qui m'est cher. Eh bien, est-ce que là, il n'y a pas un vecteur tout à fait important, ou même, je t'ai parlé tout à l'heure de la décision des éditions de Chiré de passer vers le livre illustré, le livre illustré à destination de la jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas là des pistes est-ce qu'on peut considérer que c'est simplement un renoncement ou accepter que ce n'est pas idiot, que ce n'est pas forcément un renoncement et qu'il faut peut-être s'adapter parce que je veux dire des jeunes qui vont se mettre à dévorer Chateaubriand, je crois qu'on peut pas attendre ça de la majorité maintenant. Non, effectivement, ça semble très compliqué. Bon, évidemment, tout le monde sait quelle est ma profession, donc je vois toute la journée des jeunes entre 15 et 18 ans qui théoriquement ne sont pas des idiots, hein, vu là où ils sont, dans les sections où ils sont, qui ont un rapport à la lecture qui fait que je doute qu'ils en viennent un jour à lire tout seul Chateaubriand. Effectivement, on va dire ça poliment comme ça. Mais oui, il va falloir à un moment s'adapter un tout petit peu. Ça me fait mal de dire ça, mais il va falloir s'adapter fatalement. Parce qu'il y a de nouveaux supports, la bande dessinée notamment, qui peut toucher les plus jeunes. Alors c'est pour ça que le Cercle Richelieu a un projet de bande dessinée qui prendrait lieu dans les années 2030 avec une rébellion royaliste. Mais bon, j'en dirai pas plus sur le sujet. Ah, intéressant. Mais on cherche toujours un dessinateur, je le redis, parce que ça fait 3 fois qu'il y a des dessinateurs qui arrivent, et 3 fois qui repartent. Ça sera pas moi. C'est clair. S'il y a un catholique traditionnaliste qui se dit je veux participer au truc, sachant qu'on partagera tous les bénéfices à 3, il n'y a pas de souci, le colonel, moi et le dessinateur, on aura chacun la même part, sur ça il n'y a pas de problème. Oui. Mais voilà, il va falloir changer de support, c'est obligatoire vu le point où on en est. Il y a une désaffection du livre et il y a une désaffection du livre classique qui joue aussi, parce que je ne crois pas qu'on puisse avoir une bonne formation littéraire si on n'a pas lu ces classiques. Ça me semble impossible. Donc Chateaubriand, moi je l'ai lu, j'ai adoré, bon voilà, mais je comprends que ça ne parle pas à tout le monde. C'est un des plus grands stylistes français de l'histoire. Ah oui, de toute façon, quand on dit qu'on veut devenir quelqu'un en littérature, on dit on veut être Chateaubriand. Globalement, c'est ça. Même Éric Zemmour avait dit je veux être Chateaubriand ou rien. Bon, manque de chance, il n'a pas été Chateaubriand, donc on va considérer qu'il a. En plus, il était mal loin, donc c'est extraordinaire. Oui, voilà. Non mais Chateaubriand est extraordinaire. Il faut le lire, mais malheureusement, même des gens plus âgés, c'est vraiment compliqué. Genre, on est tombé à un niveau exécrable en termes de capacité de lecture. Je vois trop d'adultes qui utilisent leur travail pour justifier le fait qu'ils n'ont pas de temps pour lire. Je précise que je travaille comme professeur, je sais que beaucoup vont me dire que du coup je fourrais de ma journée, mais je donne 14 heures par semaine au Cercle Richelieu, j'ai une fille en bas âge, je prépare mon mariage qui va avoir lieu le mois prochain, je fais beaucoup de choses. Et j'arrive encore à lire, je viens de terminer une monumentale biographie sur le général Lee de l'armée sudiste. Voilà, c'est possible. On peut avoir un peu de mal. Je comprends si on travaille à l'usine toute la journée, qu'on préfère Cyril Hanouna le soir, mais quand même, il y a peut-être un effort à faire à ce niveau-là, quoi. Oui. J'ouvre une parenthèse que je referme très vite pour dire que parmi les gens que j'ai rencontrés, je ne l'ai pas cité parce que j'ai passé moins de temps avec lui, il y avait un auteur, donc amoureux du sud des États-Unis, qui est invité régulièrement par Alain Sanders, un journaliste à présent, mais qui a également une émission Radio Courtoisie, qui aime beaucoup l'Amérique.
qui a changé son nom de d'ailleurs, le sud des États-Unis. qui a changé son nom en rapport Eh bien, avec un auteur américain, je crois. Il était habillé en officier sudiste. Voilà. Et donc on a parlé un peu, comme moi j'ai vécu longtemps dans le pays anglo-saxon, on a discuté un peu, chanté un peu Dixie a cappella, bon, il était content. Non, il faut chanter Bonnie Blue Flag. Bonnie Blue Flag, pardon, pas Dixie, parce que Dixie c'est évidemment l'hymne du Sud, mais le cœur du Sud c'est Bonnie Blue Flag, quoi. C'est cette chanson magnifique qui est super, qui est très belle. Je n'ai pas lu la phase B du disque vinyle, c'est pour ça. Oui, donc je te prie de m'excuser de cette non, du tout. parenthèse refermée. Revenons-en à cette histoire de nouveaux supports. Donc tu parles d'une bande dessinée. Les vidéos, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est important, c'est lu. Voilà. Qu'est-ce qui est... En fait, il faudrait... Qu'y a-t-il d'autre à notre disposition pour influencer? J'avais songé à créer un cercle d'auteurs qui accepteraient, en créant des chaînes sur YouTube, sur Internet d'ailleurs, pas seulement sur YouTube, mais qui accepteraient de parler des livres des uns des autres. En fait, on leur envoie gratuitement, oui. Évidemment, quand on est un auteur, on sait qu'on doit envoyer gratuitement un certain nombre de livres, enfin gratuitement. L'auteur les paie, donc c'est pas gratuit, mais l'idée est là, afin que chacun qu'il puisse y avoir réellement une réclame, je vais dire, sur les livres intéressants qui sortent. Et malheureusement, ça se fait assez peu. Il y a assez peu d'entraide chez les auteurs, on va dire, droite, catholique, nationaliste, royaliste, si on peut appeler ça comme ça, même si ça fait un sacré mélange. Mais il y a assez peu d'entraide à ce niveau-là. On ne parle pas des livres des uns des autres. J'ai l'impression qu'on a peur que si on achète le livre d'Adrien Bozzi, on n'achètera pas le livre d'un autre, de l'abbé Rioux notamment, alors que bon, c'est sur deux thématiques différentes en l'occurrence, mais je trouve ça dommage. C'est très complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. Mais il y a aussi le fait, je pense que le prix des livres joue. On va pas se mentir, 20 € dans un livre, aujourd'hui, c'est cher. Oui. Moi, j'achète mes livres d'occasion, je le dis. À Paris, j'allais chez les bouquinistes, j'allais chez le seul bouquiniste d'extrême droite. Je mets 3 extrêmes vraiment pour signifier à quel point on y était, qui était d'ailleurs juste en face de Notre-Dame de Paris. Et qui avait un étal fantastique. Il y avait tout le Maurras, il y avait Bernados, il y avait tout le monde Bernados, il y avait tout le monde. Il y avait Chateaubriand avec un T et Chateaubriand avec un D. il y avait tout le monde. Et véritablement, maintenant bon, je n'habite plus Paris, je ne dirai pas où j'habite, évidemment, parce que bon, je ne tiens pas à avoir de visite. Mais là, je suis obligé d'acheter mes livres d'occasion parce que je consomme à peu près entre 6 et 10 livres par mois. Je consomme, ça fait... Le mot est vraiment horrible. Je lis entre 6 et 10 livres. Je dévore entre 6 et 10 livres. Tu dégustes, voilà. Malheureusement, vu la vitesse à laquelle je vais, je dévore plus que je déguste. J'aimerais déguster, mais je ne me laisse guère le temps de faire ça. Et malheureusement, c'est ton image, c'est pas bon pour ça. Oui, c'est ça. Tu sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit, dis donc, depuis que t'as commencé les vidéos YouTube, t'as pas pris 10 kilos. Alors je dis, non mais ça va, on va se calmer quand même. Depuis que j'ai quitté l'armée, j'ai pris 20 kilos, je crois. Donc bon, c'est 10 kilos depuis que j'ai commencé les vidéos YouTube, c'est beaucoup. On va quand même ralentir sur ça. Mais non, voilà, 20 € c'est trop. Objectivement, c'est trop. Il faut trouver une autre solution parce que 20 €, on ne peut plus mettre 20 € dans un livre. C'est pas possible. Et même une bande dessinée, quand je vois des bandes dessinées à 14 €, je me dis, je sais qu'il y a tout un travail derrière, évidemment, et qu'il faut rémunérer le dessinateur, le scénariste, etc. Mais 14 € une bande dessinée qu'on va lire en 20 minutes, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. C'est pas possible. Donc, il faut trouver une autre solution. Malheureusement, je n'ose parler d'Amazon qui propose effectivement sa propre édition et du coup, on peut choisir le prix, mais ça fait mal de donner de l'argent à Amazon. Donc... Oui, je crois que Monsieur Jeff Bezos, grand Indo-européen s'il en est, n'a pas besoin de plus de s'engraisser davantage. Oh, il a eu un divorce difficile, paraît-il. Donc... Oui, mais il en reste quand même. Il en reste quand même. Non, mais voilà, il faudrait développer une plateforme équivalente, on va dire, pour les milieux nationaux royalistes, catho-tradis, à Amazon, dans laquelle on pourrait... Une plateforme qui dirait, ok, donc nous avons notre imprimeur, on vous donne un prix minimum,
sur lequel on se paye nous, et après, au-delà de ce prix, c'est vous qui gagnez. Donc c'est vous qui définissez le prix que vous voulez. Un peu comme le fait Amazon, même si j'ai conscience que Amazon, c'est tellement à des productions énormes que c'est là que se trouve la rentabilité. Et la rentabilité serait évidemment très 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 inférieure sur ce type de site internet. Mais je pense que la solution, à terme, ce serait ça, parce que vraiment, 20, 25 euros, 30 euros des livres, surtout que ça part, après, si les livres sont à des petites éditions, et qu'après vous n'arrivez plus à en trouver en achetant directement à l'éditeur, et que vous devez le trouver sur l'occasion, on va dire, sur eBay, pour pas citer Amazon, ou par d'autres ports, les prix peuvent atteindre des sommes exponentielles. Pour ma thèse, j'ai été dans l'obligation d'acheter certains livres que je n'ai pas pu me faire livrer. Et à un moment, un livre qui coûtait 20 euros, comme il était introuvable, un petit malin l'avait mis à 180 euros sur Internet. Et oui. Donc, tout ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal, donc il faut trouver un autre biais. Voilà, c'est tout. Et je pense que ça passera à terme par la création d'une plateforme qui accueillerait ces écrits et qui dirait juste, voilà, nous on prend tel prix, et après, nous on prend telle somme, et après c'est vous qui décidez le reste du prix. Comme ça, ce serait plus clair pour tout le monde, je pense. Il y a un autre point qui me paraît important, c'est le fait que le gouvernement français, si on peut appeler ça comme ça, travaille intimement avec les GAFA, donc Google et d'autres, pour ce qu'ils appellent faire la police sur Internet, et notamment pour chasser les discours de haine. Donc les discours de haine, c'est les discours qui leur déplaisent. Voilà. Donc c'est pour supprimer la liberté d'expression, et on voit des tas de chaînes qui sont mal référencées, y compris des chaînes qui sont assez, je dirais, assez gentilles, qui ne sont pas des chaînes vraiment dissidentes, vraiment anti-régimistes. Notamment, je pense à la chaîne d'un soldat anglais qui s'est engagé dans l'armée canadienne, qui est un ancien tankiste, qui s'appelle Maximus, par référence à Maximus, le gladiateur dans le film Gladiateur. Il n'y a pas de politique, quasiment pas de politique. Mais le fait qu'il aborde des sujets qui peuvent être polémiques, puisqu'il s'agit d'armes, il s'agit éventuellement de conflits, et que parmi les gens qui commentent, il peut y avoir des phrases malheureuses, eh bien, il est mis en difficulté, alors que c'est une partie de ses revenus. Oui, évidemment, mais tu sais, je sais parfectement de quoi tu parles. Mais c'est fou. On vit et pareil. ça s'est vraiment aggravé. Alors dans ces conditions-là, est-ce que notre dernier espace de liberté qui est Internet, est-ce que nous allons être chassés d'Internet également ? Chasser, le mot est long, enfin le mot est dur parce que on pourrait se réfugier sur des zones. Je pensais au mot rafler. Oui, bah écoute, rafler, ça sous-entendrait qu'on finisse en prison, ce qui est quand même arrivé à un certain nombre de gens, comme Hervé Ryssen récemment d'ailleurs, qui va en prison, qui ne l'est pas encore, je crois, il va y aller. Oui. Mais oui, fatalement. Mais de toute façon, je pense que Internet sera toujours ouvert aux gens comme nous, parce qu'il faut pouvoir nous trouver. En fait, il faut pouvoir nous... Non, mais je veux dire, il y a le dark web qui est utilisé par certains groupes de gens particulièrement vindicatifs. Je pense en particulier à un groupe que vous connaissez bien, sans doute, parmi les auditeurs. Mais ça, c'est assez confidentiel. Oui, bien sûr. Donc une sorte de samizdat cybernétique, si on veut, mais qui n'attirera pas les foules, quoi. Voilà le problème. Ah bah, c'est évident qu'il n'y aura pas les mêmes scores que sur YouTube. Et c'est tellement bête. En fait, tout ça vient aussi d'une forme de paresse intellectuelle de la plupart des gens sur Internet qui ne veulent pas prendre le temps de trouver véritablement quelque chose pour lequel ils éprouveraient un intérêt. Ils veulent que YouTube leur suggère... C'est horrible, c'est les suggestions YouTube, que YouTube leur suggère ce qu'ils doivent regarder. Mais c'est dramatique. YouTube vous recommande chaudement la Berry. Non, mais voilà. Mais malgré tout, je redis ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le système aura toujours besoin de pouvoir nous identifier, et pour ça, les portes de YouTube et d'Internet en règle générale seront toujours ouvertes de telle manière qu'on puisse dire « Ah, regardez, c'est eux les fascistes !» Et donc, bon.
c'est malheureux, mais en même temps, c'est malheureux parce que ça fait le jeu du système qui permet ainsi de nous cibler en tant que méchants, mais ça nous aide aussi, parce que sans ça, ce serait la déboire. Il ne resterait plus réellement de zone de résistance, ou alors la résistance prendrait une autre forme. Peut-être que ce serait mieux d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, après donc cette visite au Jeune Chouane, puis Civitas, puis d'autres, puis par rapport à les relations personnelles que j'ai pu entretenir avec des militants qui ont une visibilité ou pas de visibilité sur Internet, la chose concrète vraiment, c'est de développer des réseaux d'entraide, d'amitié, Oui. de fraternité, en essayant de créer une petite économie, ou en tout cas de consommer, de dépenser un maximum à l'intérieur de ces limites que nous imposerions pour pouvoir pour essayer de prospérer, quoi, malgré les difficultés. Je ne vois pas d'autre de forme. Et c'est vrai que ça fait sortir un peu de sa zone de confort. Ça demande un effort particulier qu'on n'est pas trop encore prêt à faire, malheureusement. Et d'ailleurs, je suis coupable de ça aussi. Hein. Je ne m'estime pas supérieur aux autres. On l'est tous, Ouais. on l'est tous. Moi-même, je vais vers ce qui me convient le mieux plutôt que d'aller vers ce vers quoi je devrais aller. Mais d'ailleurs, je me permets d'utiliser ce moment pour en appeler aux éditions de Chiré et à toutes les autres maisons d'édition. Si vous voulez prendre contact avec nous sur le mail du Cercle des Cheveux que vous trouverez en description, pour m'éviter d'avoir payé les livres que je vais lire et me les envoyer et que je fasse dessus, et je m'y engage, si vous me les envoyez gratuitement, je m'y engage, fatalement je ferai une vidéo dessus sur ma chaîne. Eh bien, je suis tout à fait ouvert. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Oui. Je vais juste le dire oralement, mais on l'écrira peut-être sous la vidéo. L'adresse internet de l'association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Oui. Donc www.credofunding, donc funding financement en anglais, funding.fr / donc barre oblique vers la droite, Jeanne d'Arc Saint-Pétersbourg. Voilà, Jeanne d'Arc Saint-Pétersbourg. Mais il y aura le lien dans la description. Oui, Donc, il y aura le lien. Vous inquiétez pas. Mais si jamais il y a une énorme erreur de ma part, mais je ne crois pas, je le mettrai quoi qu'il arrive à un moment, on me le rappellera. Vous avez l'adresse, on vient de vous la donner. Donc voilà un peu ce qu'on avait à dire. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, mais je pense qu'on va laisser nos auditeurs après une émission d'1 heure. ça va être une grosse émission. Oui. Ah, dernière chose quand même que Oui. je voulais absolument dire. Je l'ai trouvé ça par hasard sur internet, y compris sur YouTube. Il y a eu une sorte d'université d'été d'un groupe qui nous est proche, je pense. Du point de vue doctrinal et puis à d'autres points de vue également, qui s'appelle Academia Christiana. Je ne sais pas si tu les connais. De nom, ça me Donc dit c'est un quelque groupe chose. catholique et identitaire. Comme quoi ça existe, contrairement à ce que certains pensent. D'ailleurs, ça fera l'objet de quelque chose sur lequel je travaille. C'est un groupe qui a regroupé un certain nombre de participants et d'intellectuels, dont Jean-Yves Le Gallou, que les gens connaissent pour avoir été longtemps militant politique au front ailleurs, et qui est maintenant sur TV Liberté, après avoir été sur Radio Courtoisie longtemps. Voilà. Okay. Donc ils ont fait une université avec des jeunes qui ont fait du sport, etc. Et voilà, donc encore un autre groupement comme ça que je ne connais, que j'ai découvert et dont l'objet catholique et volontaire me plaît. Voilà. Très bien. Ben, c'est noté. Écoutez, chers auditeurs, on vous a donné pas mal de liens, pas mal d'éléments d'information. Encore une fois, l'année prochaine, c'est les 50e journées Chouane à Chiré. Donc 50e, ça veut bien dire que ça va être quelque chose d'important. Je vous conseille donc de vous y rendre. Moi, je vais essayer de m'y rendre. Et ben, écoutez, peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Moi aussi. Voilà. Ou au pèlerinage de Chartres, si je le refais cette année.
Ce qui est possible, mais vous avez vu l'état dans lequel je suis arrivé sur la vidéo, donc on en reparlera un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, journée Chouane de Chiré, pèlerinage de Chartres, plusieurs mois avant, hein, quand même, 3-4 mois avant, vous aurez le temps de vous en remettre. Donc je vous dis à très bientôt, on remercie le Gueux des Champs, merci beaucoup le Gueux des Champs d'avoir... C'était un plaisir renouvelé. Et on vous dit à très bientôt. Au 31 du mois